Jacques Arès, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Port-la-Forêt. Il fait pas très beau. Non, on n'a pas de chance aujourd'hui. Il fait pas très beau, mais on est à l'abri. Port-la-Forêt, pour vous, en tant que directeur de course, alors pas que du Vendée Globe, on va y revenir, c'est un point important, c'est un point névralgique pour vous, ou vous êtes plutôt à Lorient ou à Brest? Non, Port-la-Forêt, c'est un point important pour moi parce que c'est le début de Finistère Course sur l'Âge. J'y étais associé puisque à l'époque, je courais en Figaro et on était on va dire en quelque sorte, les premiers membres de Finistère Course sur l'Âge avec Jean Le Cam, Michel Desjoyaux. Donc pour moi, j'y viens pas tous les jours puisque je suis plutôt sur la côte nord du Finistère. Mais pour moi, c'est un point effectivement très important puisque ça regroupe quand même beaucoup de coureurs. Il y a un centre d'entraînement qui est très puissant, qui est très costaud, qui est très fort. Voilà, Pôle France. Et puis donc, du coup, souvent, je me balade entre Lorient aussi et Port-la-Forêt parce que les coureurs sont quand même répartis sur ces deux ports principaux. Oui, parce qu'il y a vraiment Lorient aussi qui est très Lorient important. aussi, oui, qui est venu finalement après Port-la-Forêt, mais qui a aussi eu des gros investissements au niveau de la base militaire et qui, de ce fait, aujourd'hui, est un endroit presque plus important et plus magique, presque, puisqu'il y a énormément de monde aussi à Lorient. Alors, le Vendée Globe s'est terminé depuis quelques mois maintenant. La remise des prix est même passée. Vous, Jacques, quand est-ce qu'il s'est terminé le Vendée Globe pour le directeur de course? Il se termine quand? Eh ben, le Vendée Globe pour un directeur de course et son équipe, puisqu'on est plusieurs quand même, se finit vraiment quand le dernier concurrent a passé la ligne. Donc, Sébastien Destremaux. Voilà, donc c'était quand même 50 jours après Armelle Lecléache sur Banque Populaire. Cela dit, on maintient quand même notre dispositif du premier jusqu'au dernier, et d'autant plus qu'au dernier, qui est a priori plus affaibli. Donc c'est une veille 24-24 et on n'y a pas fait défaut à la dernière fois. Donc le soulagement de la direction de course, c'est quand tout le monde est rentré à la maison. Et alors la particularité de ce Vendée Globe 2016-2017, c'est que abandon ou pas abandon, mais tout le monde est revenu. Oui, c'est la particularité. C'est vrai qu'abandon ou pas abandon, tout le monde est revenu à terre et ça c'est très important parce que de ce fait, la remise des prix n'aurait pas eu la même chaleur s'il en manquait un d'entre eux. Au contraire, on avait les 29 skippers à la remise des prix dernièrement au Sable d'Olonne. Donc c'était un moment très très fort. Mais c'est vrai que c'est très très important que l'édition soit bien passée, même s'il y a eu des avaries mécaniques lourdes sur certains bateaux, voire de structures. Même si on a perdu un des bateaux, qui est celui Quito de Pavan, malheureusement, je peux dire qu'on est quand même très, très content et très optimiste de savoir que tout le monde est rentré sain et sauf et en bonne santé à la maison. Oui. Les skippers, ceux qu'on a interviewés, la plupart ont dit ont très peu breaké entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur du Vendée Globe et ils sont repartis déjà sur des projets comme la Jacques Vabre ou la Figaro ou des choses comme ça. Est-ce que le directeur de course, il passe tout de suite à un autre projet aussi? Comment ça se passe pour vous? Il a fallu souffler un peu? Oui, il faut savoir un petit peu, forcément aussi, un directeur de course, il est quasiment intégré à 100% avec son équipe. Et on a aussi besoin de souffler un peu parce qu'on est quand même, mine de rien, aussi bien retiré de la famille. Donc, il faut savoir reconstruire tout ça rapidement. Et puis après, c'est vrai qu'il y a plein de courses intermédiaires qui sont représentables pour cette classe IMOCA, entre autres la prochaine Jacques Vabre. Là, j'y suis pas. C'est une autre direction de course qui s'occupe de cette course-là. Jacques Vabre, c'est le 5 novembre prochain. Voilà, c'est l'hiver qui arrive. Voilà. Et puis ensuite, rapidement, il y a aussi les qualifications des autres courses. Il va y avoir la Route du Rhum, sur laquelle aujourd'hui on m'a proposé de répondre aussi. Donc, en directeur de course? En directeur de course. Pas en skipper? Non, en directeur de course. Moi, je suis passé plutôt de l'autre côté aujourd'hui. Et puis, il y a la Barcelona-Volres qui arrive aussi rapidement, donc qui s'alterne avec le Vendée Globe sur ce Tour du Monde. Là, c'est en double, mais c'est un Tour du Monde malgré tout. Donc là, je suis directeur de course avec mon équipe sur la Barcelona. Donc, mine de rien, il faut enclencher assez rapidement parce que ça demande... plus le travail est bien fait en amont, plus c'est simple aussi à la réception des bateaux. Donc, il y a beaucoup de relations avec la classe IMOCA. Donc, tout ça, c'est à construire, à améliorer. Et, du coup, on a besoin de réponses des organisateurs pour être dans l'action assez rapidement. Les 4 ans entre les deux éditions, que ce soit l'édition 2000, celle qu'on vient de passer, et la prochaine 2020, en fait, les 4 ans, ils sont pleins. Alors les 4 ans, déjà, on est presque on est presque à 3 ans maintenant, ça vient vite. C'est vrai, puis c'est une classe
qui est en train de se restructurer. C'est aussi des prospects qui arrivent aussi. Donc il faut quand même être à leur écoute, même si on n'est pas réhabilité tout de suite. Il y a quand même un dialogue qui ne doit pas s'interrompre du jour au lendemain. Donc, puis il y a aussi côté amical. Il n'y a pas que le système de fonctionnement professionnel. Il y a aussi des relations amicales. Donc effectivement, il faut créer ce lien entre les deux éditions, certes, mais aussi pendant toutes les qualifications et les courses intermédiaires. Donc finalement, on est toujours dans le rouage du système et c'est assez agréable. Maintenant, il faut pouvoir aussi en vivre et trouver un fonctionnement dans tout ça. Jacques, vous n'êtes pas novice dans la direction de course. Alors, je ne parle pas des autres courses, mais du Vendée Globe, parce que vous avez été quand même adjoint de Denis Auro avant qu'il s'en aille. Enfin, vous aviez déjà vous avez travaillé dessus. Non. Alors, pardon. Denis m'avait proposé déjà l'édition avant. Malheureusement, je ne pouvais pas me libérer, donc je n'étais pas venu. Par contre, pour cette édition-ci, Denis devait nous accompagner logiquement jusqu'au bout et c'est lui qui a décidé de se retirer. Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'étais incorporé au sein de Denis à ce moment-là pour toute la préparation, les premières réunions préparatives du dernier Vendée Globe. Alors, en tant que première année de direction de course pour le Vendée Globe, la première fois pour vous, est-ce que vous étiez mis une idée en tête et puis le fait d'avoir, après coup, maintenant que l'édition est terminée, est-ce que vous avez un peu, pas découvert votre rôle, mais il y a des choses que vous ne soupçonniez pas dans ce rôle-là? C'est certain que s'investir dans le Vendée Globe, pour moi, du coup, j'étais un bisu côté organisateur, enfin organisation, ou tout moins direction de course. J'avais la chance d'avoir une équipe qui avait déjà l'expérience, qui avait travaillé déjà sur les éditions passées, donc 3 d'entre eux d'ailleurs. Donc c'était un plus. Maintenant, après la responsabilité d'une direction de course, j'ai mis un petit peu de temps aussi à bien réfléchir parce que c'est pas une course anodine, c'est une course très particulière. Faire le tour du monde sans assistance et sans escale, ça expose les gens longtemps. Ça expose aussi du coup du répondant de la direction de course et une certaine efficacité dans les cas de crise surtout. Donc c'est un engagement fort. Aujourd'hui, je me sens d'autant plus, on va dire, j'ai une expérience supérieure parce que celui-ci est forcément une expérience forte qui s'est plutôt bien passée. Oui. Donc tant mieux pour nous. Ça ne veut pas dire que toutes les éditions vont se ressembler. Donc c'est vrai que le fait d'avoir fait plusieurs directions de course en course au large en général, ça permet d'avoir une bonne vision des choses et surtout de voir les coups venir, en gros. Ouais, c'est ça. Et le fait aussi de mon passé maritime, ça me permet aussi de bien comprendre les coureurs, de sentir les choses comme eux parce que je les ai sentis à une époque. Et du coup, c'est assez complémentaire et j'essaye de me retrouver dans ce noyau de coureurs, surtout pour avoir leur confiance. Vous êtes conscient que les skippers vous adorent? C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Enfin, Yann Eliès parle de vous en disant total respect, quoi. Total respect parce oui, que... mais c'est réciproque. C'est une confiance tout à fait réciproque. Je crois que c'est souvent parce qu'ils connaissent la personne qui va s'occuper d'eux, ou en tout cas qui va avoir un regard sur eux en permanence, connaît le dossier, entre guillemets, même si on ne connaît pas tout. Donc il y a cette confiance réciproque. Et puis aussi, on se croise, on se voit souvent. On ne vient pas que pour le Vendée Globe. Donc on a l'occasion de se rencontrer, de se connaître aussi par amitié. C'est le cas, par exemple, de Yann, donc, qui est un copain aussi. Donc du coup, les relations sont beaucoup plus fortes et plus étroites. Et puis quand ces gens-là ont des choses à dire d'une façon virulente, ils savent le dire. Et moi, j'essaye au contraire d'être à l'écoute, parce que c'est vrai qu'on n'impose pas tout n'importe comment, et il faut que ça soit cohérent et maritime. Votre passé, vous dites que vous êtes plus dans la direction de course, mais de navigateur, vous avez fait des grandes courses aussi, vous savez ce qu'ils vivent au large. Ça aussi, ça a dû aider, parce qu'ils savent justement que vous connaissez ce qu'ils vont vivre ou ce qu'ils sont en train de vivre. Ça aide aussi au respect mutuel. Oui, c'est sûr que ça joue. C'est vrai que le fait d'avoir un passé de navigateur autour du monde, puisque j'en ai fait 4 tours du monde en tout, donc en équipage par contre, dont 2 trophées Jules Verne. Donc forcément, c'est un terrain de jeu que je connais, même si on ne connaît jamais tout en mer. On apprend tous les jours. Mais en tout cas, on ne part pas d'une base d'inconnu. Donc on peut appréhender les situations météorologiques, surtout les hauteurs de mer aussi, parce que on est entre l'océan Indien et le Pacifique Sud, on est même dans des systèmes assez complexes par moment. Donc le fait de connaître le terrain de jeu pour l'avoir vécu, je crois que c'est un atout supplémentaire et c'est aussi ça qui amène aussi les coureurs
et peut-être encore plus les bisous, à avoir une confiance dans la direction de course de l'épreuve. Et c'est en tout cas c'est ce que j'essaye d'échanger avec eux, justement, de bien voir les coups venir, de bien être à leur écoute, et puis surtout, en cas de pépin, de répondre d'une façon efficace. Sécurité avant tout. Sécurité avant tout, c'est très important, même si certaines équipes sont très autonomes, on va dire, au niveau préparation. C'est vrai qu'il y a des équipes qui ont leur team manager qui est au quotidien avec eux, mais cela dit, la direction de course aussi a un rôle très proche des team managers, parce qu'il y a un échange qui se fait entre nous. On sait éventuellement la dégradation d'un bateau si elle se fait. C'est dans le cas de Thomas Ruyant, par exemple. Oui, par exemple. C'est bien d'être dans la connivence de ces gens-là. Il ne faut pas que ça soit des barrières, il faut que la direction de course soit liée à leurs équipes et aux skippers, bien entendu, qui n'aient pas peur d'appeler, qui n'aient pas peur de se confier. Donc ça se passe en amont, mais ça se passe pendant surtout. Et c'est ce qu'on essaye de gagner à chaque fois, cette confiance. Et je crois que c'est ça qui fait peut-être ma différence avec certaines anciennes équipes, peut-être. Est-ce qu'il y a des skippers qui vous ont bluffé? Oui, franchement oui. Et qui? Il y a des gens qui s'étaient qualifiés, mais qui, au-delà de la qualification, qui restaient relativement simples, puisque c'était une simple traversée de l'Atlantique en course, qui n'est jamais anodine forcément, j'avais des doutes. J'avais des gros doutes parce que ce sont des... D'abord, ils sont bisous, donc ils n'ont pas l'expérience. Enfin, il faut bien commencer un jour. Un Eric ou un Alors, effectivement, je pense à Eric Bellion et à Alan. Et Alan Roura, oui. Et Alan, presque encore un petit peu plus, parce qu'Alan avait vraiment un budget très réduit avec un bateau qui était quand même d'une très ancienne génération. Super Bigou, que je connaissais bien le bateau, parce que je suis bien copain avec Bernard, et forcément, je connaissais la qualité de ce bateau-là, malgré tout, même si c'était pas un bateau de première main et de très rapide. Mais je savais qu'Alan avait vraiment navigué très peu. Et son passé maritime sur d'autres séries était relativement, pas faible, mais récent aussi, récent. Donc, voyant qu'il n'avait pas une équipe non plus très, très professionnelle, entre guillemets, mais par contre, il m'a bluffé parce que c'était une équipe de copains qu'il avait autour de lui. C'est vrai qu'il n'avait pas trop le temps de répondre à tout le côté administratif de la course. Donc, il était dans le jus du début jusqu'à la veille du départ, il était dans le jus. Donc, il m'étonnait beaucoup. Par contre, il m'étonnait aussi par sa faculté d'être toujours jovial, d'être passionné. Je le voyais faire, c'était pas dans la déraison. Ça se construisait au jour le jour, mais ça travaillait, ça glandait pas, ça travaillait. Donc du coup, je me suis dit, tiens, il est étonnant ce garçon, on va voir sur l'eau. Par contre, je n'étais pas du tout certain qu'il aille au bout. Parce qu'il est revenu. Il est revenu. Alors, il est revenu, il a eu pas mal de soucis techniques. Il a été coupé de liens de communication. Ça pèse quand même, pour un bisu, ça pèse d'autant plus, parce que du coup, c'est encore plus lourd à gérer. Mais après, j'ai senti qu'il avait une ténacité tellement forte. Et quand il a été dans la panade, et surtout à un moment très précis, quand il avait cassé son safran, là, je me suis dit, il va abandonner. Enfin, c'est dur de dire ça, mais je me suis dit, il ne va pas y arriver, quoi. Il est au pire du moment, dans les eaux les plus froides, avec probablement très peu de moyens de mise en place pour réparer. Je savais qu'il avait un safran de fortune à bord, mais je me dis, il n'a probablement pas l'expérience, il n'a pas eu le temps de se préparer à ça, forcément. Et en fait, 4-5 heures après, il me rappelle, et là, j'en reviens pas. D'ailleurs, C'est vrai? Vous lui avez dit, d'ailleurs? Ah oui, je lui ai dit. Je lui ai dit, pas sur le coup, il m'a appelé, bien sûr, mais je lui ai dit quand il est rentré qu'il m'avait bluffé. Il m'avait bluffé parce que la maîtrise et la faculté qu'il a eue à remettre ce safran et la méthode que j'ai su après qu'il avait fait, je dis chapeau, parce que ça, c'est plutôt pratiquement des gens d'expérience qui le font. Et je pense qu'il apprend très vite. Et en tout cas, il m'a bluffé parce qu'il a une faculté d'adaptation et surtout une ténacité énorme. Donc je trouve que ces garçons-là, comme Eric, qui a aussi eu sa part de difficultés, même s'ils n'étaient pas dans un système de compétition, eux, c'était bouclé. Moi, je dis coup de chapeau parce que c'est des belles valeurs, quoi. Et qui m'ont vraiment surpris et agréablement surpris. Est-ce qu'après coup aussi, maintenant, vous pouvez le dire, c'est fini, le Vendée Globe, est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit, voilà, il y a des moments particuliers où vous avez dit, là c'est compliqué, des situations météorologiques, par exemple, je pense à ça, ou des... Oui, bien sûr, on les vit, les situations météo, on les vit vraiment, même si nous, on n'est pas exposés, on les vit vraiment par Internet et autres, et par nos moyens de communication.
On voit dans les zones où ils sont, on sait par les systèmes de front qui vont les rattraper, sur lesquels ils vont être lourdement secoués pendant longtemps. On sait aussi la zone des glaces qui se rapproche de certains, les difficultés coincées entre le système météo et le système de la zone interdite pour ne pas avoir de pénalité. Donc, bien sûr, on vit quelque part des moments très durs et des situations qui sont lourdes parce qu'on sait qu'ils sont dans du vent très fort avec des hauteurs de mer très fortes. Même si on suit la météo, qu'on leur donne un bulletin de sécurité avec notre partenaire météo qui est Great Circle tous les jours, au quotidien. On est aussi là pour avoir leur réaction. Hein. On échange. La direction de course a ce devoir de sécurité, d'échanger à ce niveau-là, dès que ça touche à la sécurité, pas au routage, mais à la sécurité. Donc forcément, on voit très bien qui est dans la panade et qui ralentit, qui a des directions de route erronées parfois, parce qu'ils sont plus en mode d'avancement, ils sont en mode réparation, ils sont en mode de survie dans certains cas. Donc, ces heures-là, sans réponse, on n'est pas très à l'aise non plus. Est-ce que, par exemple, un Conrad Coleman qui casse, qui démate à 785 000 des sables, qui appelle sa femme et qui dit je vais abandonner, et en fait qui n'abandonne pas, parce que Clara dit dors et puis tu verras demain, et qui répare, etc. Est-ce que ça, même très proche de la côte, même très proche des sables, c'est dangereux pour un garçon comme lui? Oui, c'est dangereux. C'est vrai qu'il a eu son lot. Lui, il a eu son lot il est passé par-dessus bord et difficultés lourdes, très lourdes. Ouais. Par contre, avec Clara, je communiquais beaucoup. En tout cas, même si elle ne me disait pas tout, je savais l'essentiel, parce que parfois, il communique plus ou moins. Mais avec Clara, je ne voulais pas trop déranger le bord, parce que c'est vrai qu'il coupait souvent pour des raisons d'énergie, ce téléphone satellite. Donc, je savais qu'il fallait filtrer quand même pas mal les appels et il ne fallait pas s'attendre non plus à être appelé. Mais par contre, Clara savait beaucoup de choses. Elle était femme et team manager en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est plus le cas dans les petites équipes. Donc il y avait une certaine... moi, j'avais du coup plus de connivence avec Clara pour savoir où il en était. Et effectivement, à ce moment-là, quand à la sortie du front, du dernier front, avec l'état de mer qu'il y avait, son gréement est tombé, c'était le coup de massue par-dessus, plein de coups de massue. Et je comprends très bien que sa première réaction, c'était d'abandonner. C'est trop dur. Il a dit une chose très jolie, il a dit « j'ai pas osé abandonner ». Ça ne m'étonne pas parce que ce garçon-là, il est hyper résistant et tenace. Et en plus, il a une faculté de savoir, un peu MacGyver, de savoir bien réparer. Et quand il a repris effectivement force et courage en ayant dormi, parce qu'il faut dormir avant de dire qu'on abandonne. Dans beaucoup de cas, les gens, après avoir dormi, disent « je me suis emporté ». Il ne faut pas que ça soit dans l'action. Il a bien fait d'attendre. Et il a construit son gréement de fortune en mettant du temps parce qu'il avait trop de mer à un moment donné. Il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il attende. Donc c'est long. Il n'est pas loin. Il est dans un passage où il y a quand même des cargos, puisque c'est le Cap Finistère ou un petit peu en dessous de Cap Finistère. Donc c'est pas évident de rester là sans possibilité d'avancer. Et très vite, il s'est reconstruit. Il s'est reconstruit comme ces gens qui trouvent toujours de l'énergie. Et non seulement il s'est reconstruit, mais c'est qu'il a pris le temps de faire un gréement de fortune qui va rester dans les annales des bateaux dématés, dans l'histoire des bateaux dématés, parce que c'était très bien fait, très bien pensé. Il a d'abord ressoudé sa baume, il a donc fait de la stratification, il a imaginé un gréement avec des épissures. Non, il a retaillé des voiles. Non, c'est quand même, ça prend du temps. Et tout seul, grand coup de chapeau. Alors lui aussi, il m'a surpris. Je connaissais ses qualités maritimes avant parce que je l'avais déjà vu sur plein d'épreuves. Il ne m'a pas surpris à ce niveau-là, mais il m'a quand même surpris au niveau ténacité. Le Vendée Globe, il faut que ça reste une course aussi d'aventure. On parlait de certains profils plus aventuriers comme un Alan Rora, etc. Il faut que ça reste... mais ça restera toujours une course d'aventure, parce que même les premiers, les Hermel Lecléage, qui sont des vieux briscards de l'épreuve, c'est une aventure pour eux. Qui mettent 10 ans. Par contre, ils n'ont pas le temps de la raconter. C'est ça la différence. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est une aventure pour tout le monde, mais il y en a qui ont plus de temps de la raconter parce qu'ils ne sont pas dans la performance comme certains. Alors, moi, je crois qu'il y a la place pour tous les genres. Le Vendée Globe, l'ADN du Vendée Globe, c'est justement de qualifier, on va dire, une trentaine de bateaux avec des profils un peu différents, avec des très grands performeurs qui s'entraînent dans les centres comme Lorient ou comme pour la Forêt ici, qui ont aussi souvent les budgets les plus conséquents parce que c'est des
ce sont des ténors, hein, c'est les ténors de la classe. Et puis il y a aussi des gens qui, eux, ne visent pas du tout de classement, qui sont presque surpris par le classement, puisque c'est aussi un classement qui se fait mécaniquement. Ouais, donc parfois certains approchent des places de 10e, alors qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir entrer dans les 20. Donc ça aussi, ça fait partie de l'aventure. Alors, est-ce que c'est critiquable les deux côtés? Je pense pas. Je pense que cette course-là, elle est tellement difficile qu'elle est aventureuse pour tous, de toute façon. Et après, c'est là la difficulté, c'est la disparité entre les bateaux qui fait aussi qu'il y a vraiment 50 jours d'écart entre le premier et le dernier aujourd'hui, ce qui est énorme. Donc je ne sais pas si on va réussir à le réduire, je pense que oui, mais c'est vrai que c'est une aventure très très longue pour certains. Alors justement, vous aimeriez repartir pour l'édition 2020 ? Oui, c'est un peu particulier parce que c'est un système d'appel d'offres. Voilà, alors moi je ne sais pas si je serai repris pour 2020. En tout cas, je vais proposer ma direction de course parce que je trouve que c'est une épreuve magique et qui aussi nous passionne. Hein. Donc effectivement, le système pour la Vendée, c'est qu'il y a appel d'offres aussi pour la direction de course. Il y a appel d'offres pour différents corps de métier, mais la direction de course aussi. A priori, les coureurs, je crois, souhaiteraient que je revienne. En tout cas, ça m'a toujours fait plaisir. Au dernier débriefing qu'on a fait, j'ai senti ce désir. Donc, moi, et moi aussi. Ouais. Donc, je vais répondre à l'appel d'offres en souhaitant pouvoir la récupérer. Dernière question, Jacques Carès. Vous faites du bateau en ce moment ? Alors oui, je fais toujours du bateau quelque part. Mais, des petites régates ? Des petites régates. Alors j'aime beaucoup les bateaux de tradition et j'avais monté il y a quelques années, qui sont d'ailleurs originaires d'ici, ces petits bateaux qu'on appelle les pabouks. Ce sont des petits quatre-bottes traditionnels à voile aurique. Et j'ai toujours conservé ce petit noyau dur de bateau. Je lance ce que j'appelle le Mondial Pabouk. Donc c'est assez pompeux, mais c'est plutôt un clin d'œil. Et du coup, je regroupe les propriétaires de Pabouk, quitte à inviter des skippers de renom sur ces bateaux-là. Et on passe un week-end très sympathique. C'est quand ? Ça va venir vite, c'est court en juin. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, donc je suis un petit peu en train de remettre tout ça en place, préparer l'avis de course, qui est beaucoup moins épais que l'avis de course du Vendée Globe. Il n'y a pas de réclamation, tout se passe au bistrot, comme on dit, donc c'est très... Le meilleur réseau social au monde, le bistrot. C'est là que ça se passe. Hein. D'ailleurs, les ETA du Vendée Globe, parce que c'était souvent par les bistrots que ça passait. C'est vrai, il y en a qui les demandaient exactement à la virgule près, enfin, c'était très précis. Terrible, parce que autant un départ, on sait quand il part, mais l'arrivée des uns et des autres, c'est quand même plus compliqué, d'autant plus que les bateaux sont souvent dégradés aussi en puissance et en performance. Donc les ETA sont un peu plus difficiles à prévoir. Merci beaucoup, Jacques Carès. Merci à vous. Jacques Carès, fromage ou dessert ? Dessert. Ah ouais. Course ou aventure ? Une aventure peut être une course et une course peut être une aventure. C'est un mélange assez particulier, mais les deux vont bien ensemble. Terre ou mer ? Mer. Bretagne ou Vendée ? Bretagne. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Pâté Hénaf ou pâté en croûte ? Pâté Hénaf, sans équivoque. Vent ou mer ? C'est très associé aussi. Ouais, les deux. Mer. Je dirais mer, parce que c'est plus joli que le vent à regarder. Ouais. Winch ou largo winch ? Winch. Ange gardien ou grand frère ? Mélange des deux. Ouais, on dit que vous êtes l'ange gardien des skippers quand même. Hein. C'est un mélange des deux, mais c'est très proche finalement. Éric Bellion ou Alan Roura ? Les deux en même temps. Physique ou mental ? Mental. Ça revient souvent, oui, mental. Sur des épreuves comme ça, c'est primordial. Skipper ou navigateur ? Skipper. Navigateur ou marin ? Marin. Directeur de course ou skipper ? Aujourd'hui, directeur de course. Foil ou pas foil ? Foil. Figaro ou Vendée Globe ? Vendée Globe. Poteau noir ou poteau feu ? J'aime les deux. Enfin, j'aime les deux. C'est pas facile votre choix, mais poteau feu, j'adore et j'en fais parfois une spécialité en Vendée.
Très bien. Et pour terminer cette interview de fromage au dessert, est-ce qu'on se fait la bise ou la poignée de main? La bise. Ah, ben on se fait la bise. Je vous embrasse. Merci. Merci Jacques. À bientôt. Merci. À très bientôt. Merci.